Une visite, celle effectuée aujourd'hui par le Premier ministre au stade olympique Cheikh Abouidia dans la perspective de la CAN U20, autrement dit la CAN pour les moins de 20 ans. Une inauguration, celle de la route Tamcheket-Zravia au Hod El Arbi, c'était aujourd'hui par le ministre de l'Équipement et des Transports. Une remise, celle des financements au profit des regroupements féminins dans le cadre du programme élargi du président de la République. C'était aujourd'hui opération supervisée par la MASEF. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 12 février 2021 à 22h, placé, actualité oblige, sous les signes de la CAN U20, autrement dit la CAN pour les moins de 20 ans que notre pays se prépare à organiser. Et pour la première fois, et en tout cas, tout est fin prêt, tant sur le plan logistique et sur le plan organisationnel. Et c'est là, tant à Nouakchott qu'à Nouadhibou. Nouakchott, où le Premier ministre, plutôt on va voir cela après ce jingle. Voilà, la Mauritanie vivre donc à l'ère de la CAN U20, la CAN donc pour les moins de 20 ans, que notre pays s'apprête à organiser ici, à recevoir, et c'est là pour la première fois. Et tout est fin prêt donc pour accueillir cet événement important, aussi bien sur le plan logistique que sur le plan organisationnel. Et tant à Nouakchott qu'à Nouadhibou. Nouakchott, où le Premier ministre a visité aujourd'hui les deux stades où vont se dérouler les matchs, notamment le match d'ouverture et le match final, c'est-à-dire le stade olympique et le stade Cheikh Abouidia. C'était aujourd'hui au cours d'une visite qu'il a effectuée alors sur place. Précision avec Abdelrahman Hamad. Pour s'enquérir de l'opérationnalité des différentes installations sportives de Nouakchott, qui accueilleront la dernière phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, le Premier ministre M. Mohamed El Bilal a effectué une visite au stade Cheikh Abouidia et au stade olympique. Au stade Cheikh Abouidia, première étape de cette visite, le Premier ministre a pu s'enquérir de l'achèvement de la réhabilitation et de l'équipement complet de ce stade, comprenant notamment des salles équipées pour l'administration et des 4 grands vestiaires avec une capacité d'accueil de 4 équipes à la fois. Les nouvelles installations dont le stade vient de bénéficier comprennent également des vestiaires pour les arbitres, pour les organisateurs des matchs, des bureaux pour les arbitres des matchs, l'équipe médicale, en plus des salles pour donner les soins aux joueurs blessés éventuellement, sans compter des salles pour les conférences de presse et les réunions. Deuxième étape, stade olympique. Ici, Mohamed El Bilal s'est rendu dans les différentes composantes de ce complexe où il s'est informé sur les améliorations et les réhabilitations de ce stade qui abritera plus de 60% des matchs de ce championnat, notamment la cérémonie d'ouverture et les premiers matchs entre notre équipe nationale et celle du Cameroun. Le Premier ministre a également été informé des mesures prises au plan sanitaire. À la fin de cette visite, le Premier ministre a demandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire de cet événement important un succès en sécurisant les participants là où ils se trouvent. Il a recommandé aux superviseurs de veiller à tout ce qui est de nature à influer sur le déroulement de cette compétition, de manière à traduire la volonté de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El Cheikh Razouani, d'en faire une occasion pour la promotion de la jeunesse et le développement du sport national, ainsi que son souci constant de voir notre pays occuper une place de choix dans les concerts des nations. En marge de cette visite, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb Boulsid Ahmed, a affirmé que la Mauritanie est fin prête à remplir l'ensemble de ses engagements relatifs à l'organisation de cette coupe. Il a indiqué que toutes les infrastructures exigées sont en totale disponibilité, qu'il s'agisse des lieux de résidence, des délégations, missions, équipes sportives, moyens de transport, en plus de l'assistance médicale et de la sécurisation des participants à ce championnat. Il a souligné que la Mauritanie, tout en se préparant à organiser ce grand événement,
Il a souligné que la Mauritanie, tout en se préparant à organiser ce grand événement footballistique continental, s'emploie d'un autre côté à la victoire de son candidat à la présidence de la Confédération africaine de football, M. Ahmed Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football, qui s'est beaucoup investi dans le football mauritanien pour les hisser au plus haut niveau, et nous souhaitons que l'occasion lui soit offerte de faire davantage au football africain de façon générale à travers son élection à la tête de la CAN, a-t-il dit. À son tour, le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya, a exprimé sa gratitude au gouvernement pour le soutien indéfectible à sa candidature, malgré le contexte sanitaire de la pandémie de Covid-19, confirmant la disponibilité de notre pays à accueillir cet événement continental. Il s'agit de la construction d'un bâtiment en bonne et due forme, qui prend en compte toutes les doléances de la CAF pour la mise à niveau de Stade Cheikh Boidia. Il s'agit d'un bâtiment dans lequel on a construit 4 vestiaires, donc pour deux matchs, 2 bureaux pour arbitres, un poste d'antidopage, contre antidopage, et on a mis en place en tout cas toute doléance de la CAF pour répondre à leurs besoins. Et aussi, on a remis à neuf l'ancienne tribune qui existait et qui a été recouverte de nouvelles façades. Et on a créé aussi une zone de presse au niveau de Stade Cheikh Boudia, y compris toutes les commodités de parking et consorts. Et tout est OK pour l'ordre de 800 millions d'anciennes ouguiya. La même chose a été fait au Stade olympique, dans lequel aussi on a créé des aménagements, surtout à concernant les tribunes VIP, la tribune de presse, aussi la salle de conférence après match et les salles de dopage et des vestiaires supplémentaires. Donc ça, le complément se fera à l'ordre de 200 millions, qui prend en considération aussi une partie du stade de Nouadhibou, que vous avez conduit, qui a été inauguré il y a quelques jours par leur excellence, les ministres chargés de l'habitat et chargés de l'emploi et de la jeunesse. Voilà donc la visite aujourd'hui du Premier ministre qui a visité le stade olympique et le stade Cheikh Bouidia dans la perspective de cette CAN U20, donc la CAN pour les moins de 20 ans, qui commencera donc coup d'envoi dimanche prochain. Une CAN qui voit la participation de 12 équipes africaines dont la plupart sont déjà sur place ici à Nouakchott ou à Nouadhibou, Bokar Baye là-bas. Doucement, les nations en lice pour la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans débarquent à Nouakchott. Hier soir, c'est la sélection tunisienne qui a rallié notre capitale. Et ce matin, c'était celle du Burkina Faso. Depuis le 9 février, les différentes sélections de juniors d'Afrique font irruption en Mauritanie pour la compétition. Ainsi, les sélections du Mozambique, de l'Ouganda, du Burkina Faso, du Cameroun ont déjà posé leurs valises à Nouakchott. La dernière vague est attendue ce soir. La Mauritanie, logée dans le groupe A, ouvrira le bal face au Cameroun dimanche à 20h au stade olympique de Nouakchott. Après avoir défié les lionceaux camerounais, les Mourabitoun juniors vont par la suite affronter le Mozambique le mercredi 17 février à 19h, puis l'Ouganda le samedi 20 février à 19h, toujours au stade olympique de Nouakchott. Concernant le groupe B qui évoluera au stade Cheikh Bouidia, il est constitué du Burkina Faso, de la Tunisie, de la Namibie et de la République centrafricaine. Le groupe C, formé du Maroc, du Ghana, de la Tanzanie et de la Gambie, jouera au stade de Nouadhibou. À moins de 2 jours de l'ouverture de la compétition, les avenues et les grandes places des villes de Nouakchott et de Nouadhibou sont à l'heure du tournoi. Ainsi, on retrouve plusieurs grandes affiches publicitaires. La mascotte officielle de la compétition, les 2 villes présentent un aspect neuf pour accueillir ce tournoi continental. Comme chaque grande compétition sportive, les organisateurs réalisent une mascotte. La présente compétition ne fait pas l'exception à la règle. C'est dans cette optique que le comité d'organisation, COCAN, a lancé le 31 décembre 2020 un concours national afin de profiter du talent d'un grand nombre de créateurs nationaux. Et des récompenses ont été attribuées aux meilleurs créateurs. Cette mascotte fait désormais partie de l'identité de la CAN des moins de 20 ans. Moi, c'est Momodou Sall. Je suis le vainqueur du nom de la mascotte. Donc, je tenais d'abord à féliciter les 2 autres vainqueurs, celui de la mascotte et le second prix,
et aussi féliciter la fédération pour avoir initié cette démarche participative, de vouloir impliquer tous les Mauritaniens dans le choix de la mascotte et de son nom. Donc pour ce qui est du nom, je l'ai imaginé dans un souci de faire ressortir toutes les composantes de la Mauritanie, d'où le nom Djam qui est un mot commun en Pulaar, Soninké et Wolof, et Amal qui veut dire espoir en hassania ou en arabe. Donc la combinaison des deux a donné Djamal. Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans est créée en 1979. Elle oppose les meilleures sélections nationales juniors d'Afrique et elle est organisée par la CAF tous les 2 ans. Et celle de 2021 donc est organisée en Mauritanie pour la première fois. Et coup d'envoi, vous venez de l'entendre, c'est dimanche prochain. Et le match d'ouverture, c'est donc la Mauritanie, les Cameroun qui sont tous deux dans le groupe A, aux côtés du Mozambique et de l'Ouganda qui sont déjà aussi arrivés. À Nouakchott, en tout cas, tout est fait prêt pour cette CAN. Les autorités n'ont rien épargné, vous l'avez vu. Les petits plats ont été mis dans les grands pour garantir la réussite de cette compétition. Cette compétition qui va également se jouer à Nouadhibou, notre capitale économique. Des groupes vont jouer là-bas. Nouadhibou, dont le stade donc, vient d'être inauguré, un stade flambant neuf. Comment se prépare notre capitale économique pour recevoir cet événement? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent, Abdallah Zouber, dont le reportage revient en français par Bokar Baïleba. La ville de Nouadhibou s'apprête à accueillir les matchs du groupe C constitué du Maroc, de la Gambie, du Ghana et de la Tanzanie. Ainsi, la ville a fait peau neuve, notamment le stade, qui a bénéficié d'un vaste programme de rénovation exécuté par le génie militaire. D'une capacité de 10 000 places, l'infrastructure est désormais conforme aux normes techniques de la FIFA. Sidi Ali Oulmarouf est inspecteur chargé des infrastructures de base, affirme que la ville de Nouadhibou est prête à accueillir les matchs du groupe C et toutes les délégations accompagnant les sélections africaines. Il précise que la commission d'organisation et les sous-commissions ont mené des missions qui leur sont confiées dans le temps imparti et de façon satisfaisante. Les conditions favorables d'accueil, d'hébergement, de transport et de sécurité ont été créées afin que les équipes et leurs délégations d'accompagnement puissent passer un séjour agréable dans notre capitale économique. Daoul Amnir est le directeur régional de l'emploi au niveau de Dakhlet Nouadhibou, rassure que le stade, les hôtels et autres infrastructures qui doivent accueillir les équipes et les délégations sont prêts. Pendant 3 semaines, les feux de projecteurs seront braqués sur notre pays, pas seulement pour découvrir le football, mais aussi le volet culturel. Ainsi, la ville de Nouadhibou va exposer sa diversité culturelle et les efforts déployés pour son développement. Confirmation avec ces artisans qui s'offrent déjà les mains, ils espèrent que la compétition permettra de booster leurs activités. Depuis la décision d'organiser la 22e édition de la CAN des moins de 20 ans, la Mauritanie a mis tout en œuvre pour faire de cette compétition un franc succès. Voilà ce qu'on peut dire ce soir donc des préparatifs de cette CAN U20 qui va commencer dimanche prochain. Le match de retour d'ouverture, je le rappelle, va opposer la Mauritanie au Cameroun, tous deux dans le groupe A. Le reste de l'actualité avec les activités ministérielles, 2 ministres sont à l'intérieur du pays, celui du développement rural et celui de l'équipement et des transports, et une autre à Nouakchott pour une activité, c'est la MASEF. Commençons par les activités du ministre du développement rural qui se trouve à Nadrar. Il a présidé une réunion à Attar et cela après avoir posé les premières pierres de 2 fermes pilotes. C'était aujourd'hui et c'était dans la commune d'Aïn el-Taïr. C'est un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ahmed Maaloum. Et c'est un reportage revue en français par El Hadj Abdallah Din. Des fermes supplémentaires sont désormais mises en place dans la wilaya de l'Adrar et plus précisément dans la commune d'Aïn el-Taïr.
Ces fermes font partie des champs modèles d'exploitation visant à promouvoir la culture maraîchère et celle des dattes. Ces deux fermes offrent un gagne-pain facile à de nombreux citoyens économiquement faibles de la localité. Il s'agit de la palmeraie de la localité d'Erref, dont la superficie est de 50 hectares, et la ferme d'El Ma'adr, dont l'aire est 11 hectares, qui a été octroyée aux jeunes. Dans le des parcelles de terre, le ministère du Développement rural, M. Sidi Oulzein, en compagnie de sa délégation, s'est inquiet de l'état de lieu de ces espaces cultivables, des moyens logistiques mobilisés pour l'adduction d'eau. Le ministère s'est rendu également dans de nombreuses fermes de la commune. Il a écouté les doléances présentées par les propriétaires de ces champs, qui ont porté essentiellement sur la disponibilisation de l'eau, d'engrais et des pesticides agricoles. À l'issue de sa visite, le ministère du Développement rural a déclaré que l'un des projets est destiné à employer les jeunes qui exploiteront cette parcelle de terre. Il a indiqué que sa visite lui a permis d'obtenir de propriétaires de certaines terres arables de céder 5 hectares de leurs parcelles au profit des familles défavorisées qui n'ont pas pu accéder à la propriété foncière. Dans une seconde étape de sa visite, le ministère et sa délégation ont visité le musée d'Amatil, un musée qui renferme des symboles de la résistance nationale contre la colonisation. Lors de sa tournée, le ministère s'est rendu au barrage de Seguilil, qui a été érigé afin de retenir les eaux pluviales. Le ministère a clôturé sa tournée de la DRA par la tenue d'une réunion à Attar qui a regroupé les autorités administratives, les élus locaux et les représentants des coopératives agricoles. La réunion a été consacrée à l'examen des problèmes auxquels font face les agriculteurs et les éleveurs. Le ministre a expliqué la vision de son département œuvrant à résoudre les problèmes posés et il s'est engagé à donner la propriété à la wilaya de la DRA dans les plans, les programmes et les projets du département de développement rural. Un projet qui commence, à savoir ces fermes pilotes dans la commune d'Ain El Taya. Première pierre ont été posées ce matin par le ministre du Développement rural. Un autre projet, lui, est terminé. Il s'agit de la route Tamcheket-Zravia et nous sommes là au Hod El Gharbi. Inauguration aujourd'hui par le ministre de l'Équipement et des Transports. Et c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Amar Belloul, dont le compte-rendu est revu en français par Bokar Baïlebar. Après 2 années de travaux, la route Zravia-Tamchaket au Hod El Gharbi est désormais opérationnelle. Longue de 90 km, cette route dispose de 116 ouvrages hydrauliques pour le passage des eaux de pluie. Coût global de réalisation 1 milliard de guillas sur financement du budget de l'État. Les travaux étaient réalisés par le groupement des sociétés ATTM et MTC et le contrôle étant assuré par le Laboratoire national des travaux publics. Et c'est le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Haïmid, qui a supervisé l'inauguration de cette route qui désenclave aussi plusieurs localités. À cette occasion, il a indiqué que le département s'est employé à accélérer la réalisation d'importants projets routiers, à observer les critères de qualité et contrôler rigoureusement les travaux accomplis. Il a rappelé l'intérêt qu'accorde le président de la République à l'utilisation judicieuse du temps, précisant que le département a œuvré pour que les populations de la Muqata de Tamchaket bénéficient de facilités dans leur déplacement. Le ministre de l'Équipement et des Transports a rappelé que les préparatifs sont en cours pour le lancement de projets routiers s'inscrivant dans le cadre du programme prioritaire du président de la République. Autre intervention, c'est celle faite par le maire de la commune de Tamchaket, Jamel Baneji, qui a loué la réalisation de cette route, insistant sur son importance dans le développement de la Muqata. Justement, les habitants de la Muqata de Tamchaket se sont réjouis de la mise en œuvre de cette route qui permettra, selon eux, de désenclaver l'ensemble des localités le long de cet axe. Et cela se répercutera positivement sur l'amélioration de leurs conditions de vie. L'inauguration de la route Tamchaket-Zravia au Hod El Gharbi, c'était aujourd'hui par le ministre de l'Équipement et des Transports. Et c'est là au lendemain aussi d'une autre inauguration d'une route tout aussi vitale, celle de Kifa et Boumdaïd, inaugurée également par le ministre de l'Équipement et des Transports. Sa collègue des Affaires sociales de l'enfance et de la famille a supervisé une cérémonie aujourd'hui à Nouakchott, une cérémonie de remise de financement à des groupements féminins. Alors, dans quel cadre se situe ce financement et qui en bénéficie et quel est son montant? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba.
Le montant global estimé à 50 millions de l'ancienne Ouïa, ce programme bénéficie à 40 groupements féminins répartis en 7 projets se rapportant à la sécurité alimentaire. Ainsi, 6 communes du pays bénéficient du programme dénommé Olowiati élargi, à savoir Rosso, Boutilmi, Riyad, Toujinine, Boulenoir et Nouadhibou. Madame Naha Haroun Cheikh Sidiye, ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a affirmé que l'autonomisation des femmes, la protection de leurs droits, l'enseignement préscolaire et l'intégration des personnes à besoins spéciaux font partie des préoccupations du président de la République. Ce qui, dit-elle, est concrétisé via ce programme dénommé Olowiati élargi 2020-2022. Les différents groupements qui ont eu à tirer profit de ces financements se sont par ailleurs exprimés. C'est le cas de cette dame qui dit que le groupement féminin auquel elle appartient fait partie des 40 regroupements féminins ayant bénéficié de ces subventions. Elle a par ailleurs remercié le président de la République, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille pour cet appui. Cette autre citoyenne, par ailleurs secrétaire générale de la municipalité de Boulenoir, a précisé qu'elles ont bénéficié d'un financement de 4 millions de l'ancienne Ouguiya. Elles sont, dit-elle, actives dans le cadre de la préparation du couscous et ambitionnent de commercialiser et booster leur activité en vendant ce produit à Nouadhibou et voire même sur toute l'étendue du territoire national. On vient de participer au lancement, la cérémonie de lancement, de la remise de financement à 7 micro-projets financés dans le cadre du programme PROPEP, volet promotion de l'entrepreneuriat féminin. Ces 7 micro-projets portent essentiellement sur la promotion de l'agroalimentaire en Mauritanie, dans 6 communes du pays. Voilà donc pour cette cérémonie présidée ce matin par l'AMAZEF, cérémonie de remise de financement à des groupements féminins dans le cadre du programme élargi du président de la République. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec l'évolution de la pandémie de la Covid-19, une évolution marquée par une tendance descendante. C'est en tout cas ce qui ressort du bulletin du point de presse quotidien du ministère de la Santé de ce vendredi 12 février 2021. Alors, quels sont les chiffres enregistrés en ce qui concerne les décès, en ce qui concerne les guérisons, en ce qui concerne les cas nouveaux? Donc, ce soir, élément de réponse avec le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique. 29 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, dont 5 cas contacts et 24 cas communautaires. Aussi, durant les dernières 24 heures, 31 nouvelles guérisons ont été enregistrées, heureusement 0 décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 954, dont 9 025 cas contacts, 7 741 cas communautaires et 188 cas importés. Le cumul de guérisons enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 186. Et le cumul de décès est de 427. Pour les cas actifs, nous avons aujourd'hui sur l'étendue du territoire national 341 cas actifs Covid-19, dont 291 asymptomatiques, 31 avec des symptômes simples et 19 avec situation critique. Pour la répartition de nouveaux cas par Muqata'a, un nouveau cas a été enregistré durant les dernières 24 heures à Barkewel, 2 à Gerou, 2 à Kifa, 2 à Alag, un nouveau cas à Mederdra, 4 à Rosso, 3 à Nouadhibou, 1 à Seribabi, 1 à Zouarat, 10 à Tefraqzina, un nouveau cas à Dar Naïm et 1 à Arafat. Pour les tests réalisés durant les dernières 24 heures, 980 sont au nombre de 995, dont 32 tests de suivi et 963 tests de diagnostic, répartis en 590 tests rapides et 373 PCR. Pour la répartition de nouveaux tests par région, 89 ont été réalisés à Houd Sharqi, 3 à Houd Gharbi, 68 à Nasaba, 35 au Gorgol, 27 au Brakna, 62 au Trarza, 11 à Nadrar, 31 à Dakhlet Nouadhibou, 22 à Otaga, 30 nouveaux tests ont été réalisés à Guidimaka, 7 à Tirzamour, 79 à Ninchiri,
476 à Nouakchott-Ouest, 27 à Nouakchott-Nord et 28 à Nouakchott-Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 200 265, dont 27 301 tests de suivi et 172 964 tests de diagnostic répartis. Les tests de diagnostic sont 31 174 tests rapides TDR et 41 790 PCR. Pour la situation des malades dans les hôpitaux, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 11 nouvelles admissions dans les hôpitaux, dont 8 pour une situation légère, situation clinique légère, et 3 graves. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 6 sorties d'hôpital. Pour la répartition des malades dans les hôpitaux, nous avons 2 malades Covid-19 hospitalisés dans le centre hospitalier de Nouadhibou, 1 dans le centre hospitalier de Kaïdi, 1 à Alag, 2 dans le centre hospitalier de Rosso, 1 à Boutilimite, 7 dans le CHS, le centre hospitalier des spécialités à Nouakchott, dont 4 graves, 1 au centre, un hospitalisé grave au centre hospitalier mère et enfant, 6 dans l'hôpital de l'Amitié, dont 4 graves, 16 dans le centre hospitalier national, dont 2 graves, 9 dans le centre hospitalier Cheikh Zayed, dont 6 graves, 4 dans le centre national de cardiologie, dont 2 graves. Donc au total 50 hospitalisés pour Covid-19, dont 19 graves et 31 légers. Nous souhaitons prompt rétablissement à tous nos malades. Le cumul des hospitalisés depuis le début de la pandémie est de 2163, dont 1774 pour motif simple et 389 avec situation grave. Le cumul de sorties depuis le début de la pandémie est de 1675. Voilà donc pour l'évolution de la pandémie de la Covid-19 en ce vendredi 12 février 2021. Vous le voyez, une évolution caractérisée par une tendance à la baisse, une courbe descendante, mais cela ne veut pas dire, pour loin s'en faut, baisser la garde vis-à-vis de ce virus. Et en tout cas, cette tendance à la baisse a amené les autorités publiques à alléger de 4 heures le couvre-feu, tout en insistant sur le respect des mesures préventives. Un couvre-feu, ce qui, je le rappelle, depuis le 10 février dernier, est de 0h à 6h du matin. Alors, comment cet allègement du couvre-feu a été accueilli à Nouadhibou, notre capitale économique, et à Rosso, la capitale du Trarza? Élément de réponse avec les reportages de nos correspondants permanents dans ces 2 capitales régionales, donc des reportages qui ont été résumé en français par Abdoulaye Demeba. À Rosso, la mesure relative au début du couvre-feu qui a été modifiée de 20h à minuit est bien accueillie par les habitants. Les Rossois, particulièrement les commerçants, n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction suite à l'annonce de ces décisions. C'est le cas de ces derniers qui soulignent qu'ils opèrent le plus durant la journée. On arrive, dit-il, à écouler nos produits en plein jour, faisant ainsi état de sa satisfaction. Cet autre citoyen tenancier d'une épicerie souligne que les horaires du couvre-feu qui étaient en vigueur ont été à l'origine d'une mévente. Ainsi, précise-t-il, on a eu accumulé de la marchandise périmée dans nos stocks. Il a enfin fait part de sa satisfaction pour ces nouvelles mesures. Cette autre vendeuse à la sauvette a indiqué qu'elle avait du mal à écouler ses produits à cause du début du couvre-feu. Une fois que les boutiques sont fermées, je ne vends pas et a du mal à faire des gains pour la nourriture familiale, conclut-elle. À Nouadhibou, même son de cloche, c'est les résidents. À la suite du changement des horaires du couvre-feu, cette mesure est appréciée surtout par les pêcheurs. C'est le cas de ce dernier qui dit « Maintenant, on ne se soucie plus du début du couvre-feu.
On arrive à faire notre travail correctement, indique-t-il. Avant, on était contraint de laisser nos pirogues à cause de cette mesure. En ville, les résidents expriment leur satisfaction pour cette mesure. C'est le cas de cet habitant qui demande tout court la suppression du couvre-feu. Il appelle par ailleurs à tout un chacun de prendre ses dispositions et suivre les mesures préventives. Cette résidente a aussi affirmé que maintenant elle se déplace sans se soucier du couvre-feu. Il arrive, dit-elle, que les chauffeurs de taxi augmentent le ticket du transport. Même si l'allègement des horaires du couvre-feu a été bien accueilli par les citoyens, il reste que ces derniers continuent d'appeler les habitants à continuer à respecter les mesures barrières. Ces citoyens déclarent que la COVID-19 est une maladie dangereuse. Même si le couvre-feu a été allégé, dit-elle, il ne faut pas arrêter de porter les masques, de respecter les mesures barrières, précisant à ce titre que cette maladie est dangereuse. Cet autre habitant dit qu'à Nouadhibou, la prévention est toujours de mise. Il demande aux citoyens de continuer à respecter et suivre les mesures barrières et de ne sortir qu'en cas de nécessité. L'allègement du couvre-feu et les réactions des citoyens, pour la plupart favorables, bien accueillies, mais tout en insistant sur le respect des mesures préventives. Après la page médicale, la page culturelle qui est consacrée ce soir aux techniques de traitement de la tradition orale. Et ça fait l'objet d'un atelier ouvert aujourd'hui à Nouakchott, un atelier de 3 jours. Qui participe à cet atelier? Réponse avec El Haj Abdelladdine. À cet atelier de formation participent des linguistes, des archivistes, des documentaristes, des informaticiens et des chercheurs dans le domaine de la culture et du patrimoine. Lors de l'ouverture de cet atelier de formation, le directeur de l'action culturelle au niveau du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Oulidnes Oulhanoun, a souligné l'importance de la culture dans la préservation de l'identité civilisationnelle de chaque nation. Il a ajouté que l'État, partant du fait que la culture est le reflet d'une société, lui accorde une attention particulière. Le directeur de l'Institut mauritanien de recherche et de formation en matière du patrimoine et de la culture a souligné que cet atelier constitue une étape de plus pour le lancement de la composante de la collecte complémentaire de l'encyclopédie du patrimoine oral au niveau de l'institution. Le directeur a indiqué que cette opération est effectuée en collaboration avec l'UNESCO. Elle constitue d'utile une partie intégrante du programme annuel de l'institution. Cet atelier qui durera 3 jours, au cours duquel les participants suivront des exposés théoriques et des exercices pratiques sur les techniques de la collecte et du traitement du patrimoine oral. Une formation qui devrait renforcer les compétences des participants et leur permettre d'accomplir la mission qui leur est confiée dans ce domaine. De formation donc sur les techniques de traitement de la tradition orale, ouvert aujourd'hui à Nouakchott, qui durait 3 jours, et c'est sur cet atelier que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, le Premier ministre a visité aujourd'hui les stades olympiques et les stades Cheikh Ould Bouidia dans la perspective de la CAN des moins de 20 ans, donc pour s'informer sur place sur les préparatifs. Ici, c'est l'inauguration de la route Tamchekat-Zravia. C'était aujourd'hui par le ministre de l'Équipement et des Transports. Et ici à Nouakchott, c'est la MASEF qui a présidé aujourd'hui la cérémonie de remise de financement à des groupements féminins dans le cadre du programme élargi du président de la République. Voilà pour les titres. Autre rappel, bien entendu, ce sont les mesures préventives, les gestes barrières, ces gestes qui dépendent de chacun de nous et qui sont des gestes qui permettent de sauver des vies. N'oubliez pas que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.